Salut les honneurs, bienvenue à tous dans 36e zone. On se retrouve aujourd'hui pour tutoyer ensemble les anges de la musique et du cinéma, puisque nous allons revenir sur Phantom of the Paradise, le film de Brian De Palma sorti en 1974. Phantom of the Paradise est une comédie musicale qui retrace l'histoire de Winslow, compositeur talentueux mais sans succès, qui va se retrouver dépossédé de sa musique par le diabolique producteur Swan. S'étant retrouvé défiguré, le visage comprimé dans une presse à disques, Winslow va dès lors hanter les couloirs du Paradise, la salle de spectacle de Swan, provoquant nombre d'incidents étranges tout en jetant son dévolu sur la jeune chanteuse Phoenix. Le film s'inspire librement de Faust. Who? Faust. What label's he on? Faust was a legendary German magician who sold his soul to the devil for worldly experience and power. Mais surtout, bien évidemment, du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Deux récits qui ont pour trait commun le succès populaire qu'ils ont rencontré et le nombre conséquent d'adaptations qu'ils ont engendrées, sur les planches ou au cinéma. Pour se démarquer et pour donner au film tout son sens, De Palma va propulser son histoire à l'époque contemporaine et transformer ces deux classiques en un opéra rock qui parodie de la manière la plus acerbe l'industrie du divertissement de l'époque. Cette thématique de l'artiste spolié, dépouillé de son œuvre, va prendre une résonance particulière chez De Palma en deux occasions distinctes. La première est assez anecdotique et est celle que le réalisateur raconte le plus volontiers. Au cours d'un voyage en ascenseur, il entend une reprise complètement aseptisée d'une chanson des Beatles. Il se rend ainsi compte que même la plus fantastique des œuvres d'art peut être vidée de son sens. La deuxième est sans doute plus profonde. En effet, quelques années auparavant, Brian De Palma a été renvoyé par la Warner Bros. En plein tournage du film Get to Know Your Rabbit, film qui sera achevé et monté sans lui. On comprend un peu mieux ce qui a pu pousser le jeune réalisateur, et il est vrai que certaines séquences de Phantom of the Paradise ont des airs de petite vengeance. La scène de la douche, par exemple, est une cinglante réponse aux critiques qui avaient accusé De Palma de plagier Hitchcock sur l'un de ses premiers films Sœurs de sang. Never sing my music again. Not here, not anywhere. Do you understand? Never again. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries, dies. Mais Phantom of the Paradise est le film de deux hommes, car le projet va prendre de l'ampleur lorsque Paul Williams va venir se greffer dessus. Un garçon qui a déjà fait une petite apparition au ciné dans une des suites de La Planète des Singes, mais qui est surtout reconnu pour ses talents d'auteur et compositeur de musique. À son palmarès, des collaborations avec les Carpenters ou encore David Bowie. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Une carrière qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui puisqu'on peut retrouver son nom dans le dernier album des Daft Punk. Paul Williams va s'impliquer dans tous les aspects du film, que ce soit évidemment la fantastique bande originale qu'il compose, le scénario ou bien le casting. Pressenti un temps pour incarner Winslow, il craint que sa petite taille ne l'empêche de livrer un fantôme véritablement effrayant. Il se rabat donc sur Swan avec un brio tel que le personnage devient presque le centre du film tant il pèse sur chaque scène. On dit aussi que c'est lui qui a été le premier impressionné par le talent de Jessica Harper et qui lui a offert le rôle de Phoenix. Et pour mieux comprendre Phantom of the Paradise, il faut savoir d'où vient ce personnage de Swan. S'il est issu des personnages des œuvres littéraires citées plus tôt, il est aussi très librement inspiré du bien réel Phil Spector. Un homme connu pour être un génie de la musique en studio, producteur de plusieurs titres de Tina Turner, des Stones ou même des Beatles. Don't let me down. Don't let me down. Mais aussi malheureusement célèbre pour être une personnalité pour le moins instable, triste héros de multiples frasques plus violentes les unes que les autres. On raconte par exemple qu'il maintient l'entourage de John Lennon à distance à l'aide d'un fusil lors de l'enregistrement de l'album Rock'n'Roll. Qu'en 1977, il menaçait Leonard Cohen avec une arbalète, ou encore qu'il forçait le bassiste des Ramones à écouter pendant une nuit entière une version au piano de Baby I Love You, après avoir braqué un revolver sur lui. He wasn't the most friendly guy I've ever met. He tried to be friends, but then he had a guns on him, and he wouldn't let me out of his house for a couple days, and he wouldn't let. And then if you want to play his pinball machine, he'd let you play it for a minute, and then he'd say, "Okay, everybody to another room." And I never met anyone like him, and I hope I
you know. La réalité dépasse même la fiction, puisqu'en 2003, il est arrêté pour le meurtre de Lana Clarkson, une actrice de série B. Une affaire dont il tentera de se défaire en lâchant une phrase qui est probablement l'une des pires défenses de tous les temps. Elle a embrassé le revolver et j'ignore pourquoi. You know, we both have the kind of sense of humor about the kind of rock impresarios, you know, the ego, the way they look, the way they carry themselves. And then I'd always sort of modeled Swan on Phil Spector, this kind of very short Napoleon-esque, obsessed with power and the way he looks. And Paul just, you know, fit, because he's so unique looking. Mais en 1974, s'attaquer à Phil Spector, c'est assez audacieux, la plupart de ces incidents le discréditant étant encore à venir ou secrets. De Palma ne va pas s'arrêter là. Il va construire tout le film autour de cette idée de critique du monde du divertissement de l'époque, en prenant Swan et sa mégalomanie comme axe central. The idea has always fascinated me. It's, you know, the power corrupts idea, basically. It's appeared in many of my movies because when you become truly powerful, you create an environment around you which is a reflection of the way you want to see the world, whether you're Hugh Hefner and it's the Playboy Mansion or Disney and Disney World. It's it. What? The music to open the paradise. After all these years, I've finally found it. Or Louis XIV. I mean, you create a court, you create the way things look, you isolate yourself and create an environment that's an extension of the way you see things. And if the grass isn't the right color, you paint it the right color. And you don't like the way the trees look, you fix them the way you want them to look. And that was always an idea that has appeared in many of my movies. Il va transformer le fantôme de l'opéra en une comédie satirique et souligner tous les excès de son époque. La drogue, les starlets, mais surtout la surmédiatisation sont au centre de Phantom of the Paradise. De Palma tente d'avertir le monde sur le rapport de force entre art et argent qui s'inverse dangereusement. The system will basically destroy anything good. I mean, if they do something good, it's by, a mistake is it's all driven by economics. Now, when was economics good for art? I don't quite know. It's not good for the artists. You know, most of the artists I know died in a garret. I mean, my generations before, but they were penniless. Nobody cared about them. They just went on and did what they believed was right. I mean, and now we're dealing in an era where the artists are multi-millionaires. A strange concept. Et la perspicacité du réalisateur est telle que le film va s'avérer quasi prophétique sur de nombreux aspects. On pense notamment au maquillage des Undead dans le film, qui rappelle furieusement celui du groupe Kiss, alors inconnu, et qui occasionne encore aujourd'hui une querelle entre De Palma et les rockers pour savoir qui a copié l'autre. I know a couple of the guys in Kiss, and it's a question I never asked. I was afraid of what the answer would be. They might pick me up by the throat and go, "Don't ever suggest that." Mais d'une manière plus générale, c'est cette transition de la musique de cette époque yéyé singée au début du film vers un rock de garage plus torturé que sent parfaitement venir Phantom of the Paradise. Le réalisateur est en phase totale avec son époque et réussit à la croquer avec cruauté. La place de la télé dans l'industrie du divertissement est aussi une thématique forte du film. La médiatisation à outrance est moquée et donnera lieu à cette réplique culte. An assassination live on television, coast to coast, that's entertainment. Des décennies avant l'émergence de la télé-réalité, le réalisateur comprend que la télévision va sacrifier une part de l'art et consacrer des personnages plutôt que des œuvres. This was back in, this is 30 years ago. Now, of course, everything that happened in the Phantom is sort of here now. You see people living on television. They exist on television. They have no existence beyond television, and if you're not on television, you don't exist. Même dans la forme, Phantom of the Paradise se veut révolutionnaire, car nous sommes encore à une époque où le cinéma n'a pas véritablement assimilé la comédie musicale rock. Si Broadway a déjà entamé la transformation, le peu de films qui ont tenté l'expérience se sont généralement construits en mettant en scène de grandes stars de la musique, grâce auxquelles le succès commercial était garanti. Phantom of the Paradise sort de peu avant le Rocky Horror Picture Show, considéré aujourd'hui comme culte et fondateur du genre, et des années avant Grease dans un registre plus pop. Ce côté novateur explique en partie toutes les difficultés de tournage qu'a connu le film. Le budget est tellement réduit et les temps de tournage tellement restreints que certaines scènes sont tournées en urgence au dernier moment à New York. Il aura fallu toute la volonté de l'équipe pour réussir à mener à bien le projet.
Ainsi, la fameuse scène de la presse à disques a été tournée dans l'usine à jouets familiale de l'un des coproducteurs. Une scène qui a bien failli coûter la vie à William Finlay lorsque l'une des sécurités métalliques censées retenir la presse s'est brisée. Autant d'anecdotes qui attestent de la difficulté avec laquelle De Palma a achevé son film. Le réalisateur a su insuffler son génie dans chaque étape de la conception du film. Malgré sa maigre filmographie, il revendique son style et plusieurs de ses plans signatures, comme l'écran partagé, sont déjà présents dans Phantom of the Paradise. Mais l'anecdote la plus amusante peut-être, en tout cas celle qui permet de réaliser toute la portée qu'a pu avoir le film dans le monde artistique, est davantage à la gloire de la costumière Rosanna Norton. La légende veut que plusieurs années avant de s'atteler au premier épisode de la franchise Star Wars, George Lucas se soit rendu sur le tournage de Phantom of the Paradise et se soit dit impressionné par le costume du fantôme. Et c'est vrai que quand on voit son costume noir, sa cape, son casque arrondi, son dispositif autour du cou et sa voix distordue... How's that? Try it. Phoenix. Try it again. Phoenix. And again. Phoenix. La parenté avec Dark Vador apparaît évidente. And the funny thing about that one is when Brian saw Star Wars, he said, "George, what is this? What is this? Vader's wearing my sound box." And George laughed and, well, at least it's black. You know, and the whole Vader thing is very Phantom-like. I mean, except for he's much taller and bigger. But I mean, it was very much, to me, Phantom-based, or a little bit based. Certainly this is, you know, the Darth Vader. C'est un fait, Phantom of the Paradise n'est pas qu'une satire, il est aussi une inspiration. Alors dit comme ça, on pourrait imaginer que le succès a souri à De Palma et que le film a été couronné partout. Eh bien pas du tout. On peut même parler d'échec commercial, le film n'ayant rencontré de véritables succès qu'en France et au Canada. Deux facteurs peuvent l'expliquer. Tout d'abord le mélange des genres qui est la nature même du film. On navigue entre comédie musicale, satire, film d'horreur, d'amour, j'en passe et des meilleurs. Un mélange auquel les spectateurs américains sont toujours assez peu réceptifs et qui est dans l'ADN même de Phantom of the Paradise. Deuxième souci, la promotion du film a été contrariée par plusieurs procès, dont un particulièrement houleux initié par Peter Grant, le manager de Led Zeppelin. Quelques mois avant la sortie de Phantom of the Paradise, le brave Peter crée une société nommée Swan Song, le même nom que la maison de disques de Swan dans le film, un acte de colère car le manager a été rendu furieux par la scène de l'électrocution sur scène de Biff, dont il a eu vent avant la commercialisation du film, et ayant lui-même assisté à un accident similaire qui a coûté la vie à un chanteur dont il s'occupait. La décision du tribunal laissera des stigmates à l'écran, puisque si la scène de l'électrocution est toujours présente, toutes les mentions Swan Song sont retirées du film en post-production, remplacées par l'un de ces immondes panneaux Death Record. We had like 4 lawsuits that we had to change things. I hated doing it. It's ridiculous mats that are shaking all over the place. No, it was horrible. That shot when Finley, you know, goes into Swan Song Records is chopped up all over the place because we had to get rid of the Swan Song. Just terrible. I'd love to get rid of those horrible shaky mats, especially the one at the podium. It's just horrible. C'est donc avec les années que Phantom of the Paradise va acquérir ses lettres de noblesse jusqu'à être considérée comme une œuvre cultissime par beaucoup. Elle inspire encore aujourd'hui de nombreuses personnalités du cinéma et de la musique. Et si ce film reste toujours aussi saisissant, il le doit autant au génie de sa forme, que ce soit sur le plan de la réalisation ou de sa musique, qu'à son propos qui reste terriblement pertinent. Il suffit de regarder l'année qui vient de s'écouler, avec l'affaire Weinstein par exemple, pour se rendre compte que ce que dénonçait Phantom of the Paradise il y a plus de 40 ans est plus que jamais d'actualité. What the film's great about is how it, which is the age-old thing which we're all going through all the time, is it puts the artists who try to create something, who need to get it out there, who hit the wall of the producer who wants everything, will make you sign a contract that you own nothing. Even today, they still try to do it. And then rams them both together where nobody's the winner in it. Le monde du divertissement s'est mué en industrie, charriant derrière lui sa monstrueuse parade d'auteurs volés, de starlets sacrifiés, de chanteurs fabriqués et de producteurs mégalos. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, on vous ordonne de prendre 1h30 devant vous et de rattraper immédiatement cette erreur. Et en attendant, la discussion continue en commentaire et sur les réseaux sociaux, et on vous dit à très bientôt dans la zone.
Roll on thunder, shine on lightning. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder. Well, some grow wiser, you just grew older. Well, you never listened anyway, and that's the hell of it. Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, you were hooked on pain. And though your music lingers on, all of us are glad you're gone.